Salut à tous, c'est Matt et je suis de retour pour une autre vidéo de mes lectures BD. J'en ai lu beaucoup récemment, surtout dans le temps des fêtes, on a plus de temps pour lire. J'en ai beaucoup, donc je vais faire deux vidéos, c'est prévu. Une cette semaine, une la semaine prochaine sur mes lectures BD, car au total environ j'ai 8 BD soit lues, soit en voie d'être lues, que je vais vous parler. Et là j'en ai fait une sélection. Je vais avoir une BD de DC, une BD de Marvel et deux BD indépendantes à découvrir. Et donc je vais commencer sans plus attendre avec la BD DC. Qui est le tome 1 d'Aquaman Rebirth, son histoire récente de l'univers de DC. Je ne referai pas encore la mise en contexte de ce qui est Rebirth ou le New 52 des comics DC, mais pour faire simple, c'est des histoires récentes. Et donc, c'est le tome 1, je me suis dit c'était le moment de commencer les Rebirth d'Aquaman, étant donné que le film d'Aquaman est sorti au cinéma, que je vais l'écouter bientôt, j'ai bien hâte de le voir. Et donc, pour l'occasion, je me suis dit j'allais me plonger dans cet univers-là, ma foi, assez unique et particulière par rapport aux autres univers de DC, car je lis beaucoup de DC, j'ai du Batman, du Flash, Deathstroke, Green Arrow, Suicide Squad, et c'est tout des univers assez intéressants, mais ça reste similaire dans leur base, donc dans leur univers, mais l'univers d'Aquaman est particulier, autant pour ses personnages que l'univers qui l'entoure. C'est aquatique, faut le mentionner, parce qu'Aquaman est un super-héros aquatique, et donc on se prend principalement dans l'eau, dans l'univers des Atlantes, et ça joue vraiment des décors assez uniques et qui donnent le goût de faire de la plongée sous-marine, même si on s'entend que c'est des bandes dessinées, c'est pas réel en soi, mais j'ai trouvé le personnage très intéressant. J'avais lu la plupart des comics du précédent avant ça, qui était le DC Renaissance, mais je crois que je n'avais pas terminé DC Renaissance, je suis pas certain à 100%, mais il reste que j'ai reparti avec le Rebirth et je suis très content. L'histoire est très bonne et profonde, il y a des enjeux très complexes et très intéressants. Il y a un bon développement psychologique du personnage Aquaman par rapport à ce qu'il est, mais aussi par rapport le fait qu'il soit un super-héros et sa place dans la Ligue des Justiciers. Il y a un bon développement, c'est une bonne brique, le livre est assez épais. Pour un tome 1, là, j'ai été agréablement surpris. Le titre c'est Aquaman Inondation. Et donc, on repart à l'origine. Il n'y a pas de mise en contexte pour le héros, mais comme toutes les BD de DC Rebirth, on a un glossaire ici, qu'on peut voir les héros principaux de l'histoire. Donc, on a Aquaman, Mera, on a des personnages d'Atlante, on a Black Manta en bas, on a même Superman qui fait une apparition dans la BD. Et ici, on a toujours sur la première page, une mise en contexte de l'histoire précédente et celle actuelle. Donc ça permet vraiment de se situer, de pas être perdu. C'est important de lire ces deux pages-là. Ça permet vraiment de se mettre en contexte l'histoire. Et après, eh bien, on embarque dans l'histoire et on découvre le monde vraiment unique d'Aquaman qui, ma foi, vaut vraiment le détour parce que l'aspect aquatique est vraiment bien montré dans le livre, mais aussi l'aspect terrestre parce qu'il y a des combats aquatiques, des aventures sous l'eau, mais l'univers en soi de marine, ça montre vraiment des beaux décors. Vous voyez ici, il y a un combat, mais l'effet d'eau, l'effet de profondeur, c'est vraiment bien amené dans cette BD-là. J'aime vraiment les dessins. Vous voyez ici des planches sur Aquaman et Mera et des personnages Atlantes. J'aime beaucoup le design. Ça ressemble pas exactement, mais à certains points un peu le style grec, un peu le style Wonder Woman, mais vraiment ils s'approprient leur propre style. Et le développement de l'histoire dans la BD, je vais mettre en contexte l'histoire. Ici on peut voir un combat terrestre, même quand c'est sur Terre, ça reste toujours très impressionnant et très intéressant à observer. Mais pour l'histoire, le contexte c'est que Aquaman étant le roi d'Atlante et qui est un super-héros aquatique qui est demi-humain, demi-Atlante, qui est une race aquatique qui domine les océans, va décider d'essayer d'établir une paix durable avec le monde terrestre, car le monde aquatique n'aime pas le monde terrestre. Et donc pour ce faire, il va créer une ambassade aux États-Unis pour permettre de lier les deux peuples ensemble pour communier. Et évidemment, en créant l'ambassade, ça va amener ça va créer des problèmes autant avec le monde terrestre qu'aquatique, et ça va mettre en doute le but d'Aquaman et sa place dans l'univers des super-héros. Et vraiment, il y a un bon développement psychologique du personnage. J'ai vraiment aimé voir Aquaman se développer dans l'histoire. Parce que c'est un héros que souvent on va niaiser. On voit souvent des memes sur les réseaux sociaux de Aquaman, il peut parler aux poissons. Aquaman, c'est le super-héros le plus inutile l'univers de DC. Eh bien non, même si à la base, pour anecdote, c'est une copie
copie de Namor, qui est un des premiers super-héros de Marvel. Il a vraiment pu se distinguer avec le temps et avoir son propre univers, ses propres aventures. Même à certains points, il devient beaucoup plus intéressant que Namor, qui est quand même plus ou moins, il est venu un peu moins, il est plus secondaire maintenant dans l'univers de Marvel, même s'il est toujours présent. Ici, eux, ils n'ont pas hésité à exploiter encore et encore l'univers d'Aquaman. Et ça se renouve toujours aussi bien, avec des enjeux actuels. J'ai bien aimé ça, voir l'histoire, genre de lire le tome 2 que je me suis procuré aussi récemment. Il y a 3 tomes actuellement de sortie en français. C'est toujours des français, c'est la plupart du temps que je lis, d'Aquaman. Vraiment, c'est très bon. J'ai aimé, il y a un court moment dans l'histoire que Aquaman croise la Ligue des Justiciers, car il est membre de la Ligue des Justiciers, avec Superman, Batman, Wonder Woman, Flash, Cyborg, Flash, Cyborg et, voyons, j'ai un blanc, et Green Lantern. Dans ce cas-ci, ils vont interagir avec lui et on va voir à tel point que le personnage est rendu important dans l'univers de DC, qui est plus un personnage de seconde zone, qui est vraiment, il est fort, il est courageux, il a une volonté inébranlable, il a des pouvoirs intéressants. C'est pas juste le fait qu'il parle aux poissons. Il y a un gag au début du livre qui parle du fait que son pouvoir principal c'est de parler aux poissons, puis il explique que non, c'est pas aussi simple, c'est beaucoup plus complexe qu'on le pense et c'est beaucoup plus utile qu'on le pense. Et donc c'est vraiment frappant. C'est pas juste un héros aussi en soi, c'est un monarque, un roi, et c'est bien amené dans la BD, car ça montre un aspect que les autres héros n'ont pas nécessairement. Car oui, t'as Batman Bushman qui est un millionnaire, Clark Kent Superman qui est un extraterrestre, Wonder Woman qui est une Amazone, mais dans ce cas-ci, c'est tous des héros, mais dans ce cas-ci, en plus, il est un roi, donc il dirige un peuple, il y a une armée derrière lui, il représente un gouvernement, il y a une reine qui est avec lui, qui est Mera, donc il y a un contexte vraiment unique en son genre. J'en parlais récemment dans ma vidéo sur Green Arrow, que l'univers Green Arrow était vraiment rafraîchissant parce qu'il y avait des aspects qui n'étaient pas exploités dans l'univers de Batman, en tant que super-héros urbain. Dans ce cas-ci, Aquaman, c'est un peu le même principe, mais du côté relations humaines, outre qu'être un super-héros, il y a d'autres fonctions, et donc c'est intéressant de voir ces fonctions-là, et aussi tous les personnages qui gravitent autour de Aquaman, ses généraux, d'autres Aqualad, même les méchants. Un de mes méchants préférés de DC en règle générale, mais qui est un méchant Aquaman à la base. Non, c'est pas King Shark, qui est un des membres à la base de Suicide Squad, mais bien Black Manta, que j'aime beaucoup, qui est un méchant qui va être dans le film Aquaman qui est sorti, et que j'ai hâte de voir entre autres pour ça, parce que c'est un méchant que je trouve intéressant, qui est une sorte de mercenaire qui cherche vengeance en voulant éliminer le roi d'Atlante qui est Aquaman. Et donc ici ils vont vraiment quand même bien exploité, ils vont avoir une évolution intéressante. Et comme je dis, c'est un méchant, il n'y a pas de super pouvoir à la base, Black Manta, mais c'est un peu comme Lex Luthor, il va servir de son intelligence pour créer des armes les plus redoutables possibles pour battre Aquaman. Et une de ses particularités que j'aime vraiment de ce personnage-là, on peut le voir dans le glossaire ici, c'est son aspect. Il est tout vêtu de noir avec un gros casque avec des gros yeux rouges, et son casque permet de tirer des rayons laser chauds. Donc c'est vraiment moi je trouve ça vraiment j'aime beaucoup le design de Black Manta. Je trouve que c'est un des méchants qui a le meilleur design chez DC. Donc vraiment une bonne lecture. C'est quand même une bonne brique comme j'ai mentionné. Je pense que c'est le plus gros tome 1 des DC que j'ai. Parce que Batman tome 1 était pas super gros. Flash était assez mince. Il aime ça, c'est pour Green Arrow. Mais dans le cas d'Aquaman, il dirait qu'ils ont voulu mettre la barre plus haute pour montrer vraiment que c'est un héros à part entière. Et donc ils ont mis quand même une bonne épaisseur au tome, mais ça vaut le détour. J'ai vraiment dévoré cette histoire-là. Je l'ai lu je pense en 2 soirées relax comme ça avant de me coucher. Et j'ai vraiment beaucoup apprécié l'histoire d'Aquaman. Je vous invite à le découvrir parce qu'il y a beaucoup de préjugés, comme j'ai mentionné, sur Aquaman. Et je pense que c'est le genre de BD qui permet de déconstruire ces préjugés-là, de donner une nouvelle image à ce héros-là. Moi, pour ma part, je l'aimais déjà à la base, mais j'en vois beaucoup encore sur les réseaux sociaux qui rient de ce héros-là, surtout depuis l'annonce et la sortie du film, même si c'est Jason Momoa, qui est un excellent acteur en soi, qui fait Aquaman, qui est quand même assez différent du look d'Aquaman, parce que dans les BD, Aquaman c'est un blond, qui est musclé, c'est sûr, mais c'est un blond aux yeux bleus, avec les cheveux courts, puis vêtu de orange et de vert. C'est ça qui a été corrigé aspiré dans le film Aquaman, mais qui n'était pas le cas dans le film La Ligue des Justiciers. Mais dans l'ensemble,
il reste encore des préjugés envers ce héros-là. J'espère qu'avec le film et ceux qui vont lire voir ma vidéo, qui vont vouloir lire cette BD-là, ça va changer, car c'est un héros vraiment à découvrir. J'ai pris beaucoup de temps avant de décider de le prendre. Je me suis concentré sur Batman, qui est un classique, Flash et Green Arrow, entre autres, qui sont très connus aussi. Mais je regrette de ne pas avoir lu plus tôt Aquaman, parce que c'est vraiment une bonne lecture. J'ai hâte vraiment de lire le tome 2. Pour continuer, on va dans l'univers de Marvel. Je reste toujours un peu du côté des Defenders, qui sont Luke Cage, voyons, Iron Fist, Jessica Jones et Daredevil, qui est dans les 4 mots préférés, et aussi une de mes séries de super-héros préférées chez Netflix, entre autres, quand ils ont fait 3 excellentes saisons de Daredevil. Pour l'instant, il n'y aura pas de 4e saison. Espérons que Disney reprenne la relève, ce serait vraiment bien. Et aussi, Daredevil a le droit à un film au début des années 2000 avec Ben Affleck, qui était assez moyen comme film. Et même un spin-off sur Elektra, qui est un film oubliable, vraiment. Si vous l'avez pas vu, ça vaut même pas le détour de l'écouter. C'est vraiment mauvais. Et donc, je me suis attardé au Daredevil. J'en avais déjà lu avant. Celui-ci étant le tome 4 des aventures récentes de Daredevil en français. C'est Panini Comics. C'est dans la branche 100% Marvel. Et donc, j'ai pas encore parlé des premiers tomes, mais ça va venir dans mes prochaines vidéos. Mais pour le cas présent, c'est le tome 4 pourpre, qui est sur Daredevil. Et peut-être ça vous rappelle quelque chose, le mot pourpre dans l'univers de Daredevil ou des Defenders. Eh bien, ça réfère à l'homme pourpre, qu'on a pu voir comme méchant principal dans la série Jessica Jones, qui est un méchant qui a la particularité de pouvoir contrôler les gens en leur donnant des ordres. Donc, il va regarder quelqu'un, il va dire « assis-toi » et la personne va s'assire. Il y a un pouvoir de persuasion assez puissant. Et donc, l'histoire va tourner autour de ce méchant-là dans cette BD-là, mais surtout sur Daredevil, qui est en réflexion sur sa vie, sur ses motivations. Et il va expliquer aussi que, parce que précédemment, dans les autres tomes, on apprend que tout le monde oublie qui était Daredevil, parce que pendant un certain temps dans les comics, tout le monde savait que Matt Murdock était un Daredevil. Et donc récemment dans les comics, tout le monde a oublié son identité, sauf son meilleur ami qui est Foggy Nelson, qu'on peut voir aussi dans la série Netflix. Et donc c'est resté un mystère jusqu'à ce tome-là, qui explique comment ça se fait qu'il a réussi à faire oublier à tout le monde son identité. Il fait des références entre autres au fait que Spider-Man avait déjà fait un procédé comme ça à l'époque de Civil War, quand il avait révélé son identité. Il avait demandé à Doctor Strange de l'aider à faire oublier Jean de son identité. Ici, il y a une petite clin d'œil à ça, mais il va utiliser son univers qui lui est propre pour faire effacer la mémoire des gens de son identité. Et c'est bien trouvé. Un petit peu arraché par les cheveux, puis un peu flou, dans la mesure qu'il n'est pas certain à 100% de le procédé, mais il y a une bonne logique en arrière de ça, il y a une bonne morale au personnage, une belle évolution, et c'est toujours plaisant de voir les aventures de Daredevil, parce que c'est un héros urbain, un héros humain, que oui, il a des super pouvoirs, mais c'est pas la grosse affaire, là, c'est intéressant à voir, mais c'est pas hyper violent. J'ai une petite scène d'action ici à vous montrer. C'est toujours un design très urbain. Daredevil, il est vêtu de noir, son costume n'est pas rouge dans ces comics-là, mais il est noir. Mais il est vraiment un bon développement. Puis on a autant les deux côtés. On a le côté Matt Murdock qui fait l'avocat, mais aussi on a le côté de Daredevil qui fait la justice dans la rue. Et il y a des belles scènes d'action puis des belles utilisations du pouvoir de Matt Murdock. Comme exemple ici, on voit qu'il active son sens du radar. Et donc ça fait un effet comme de radar sur l'action. Et même plus loin, à un moment donné, il va servir de ce sens-là pour écouter à travers les murs. Il va avoir un autre effet de ce genre-là. Et c'est vraiment bien... c'est bien montré. Ici, on voit un des méchants de l'histoire. J'espère que c'est pas trop un spoiler, mais c'est un des méchants de l'histoire qui va intervenir contre Daredevil. C'est un des méchants, un des grands némésis de Daredevil qui est présent dans l'histoire. Parce qu'il y a plusieurs méchants qu'on va voir à travers l'histoire qui vont interagir avec Daredevil, qui vont essayer d'interagir avec lui, de l'aider ou de le nuire, évidemment, parce que Bullseye c'est un méchant. Mais comme je dis, ça tourne autour de l'homme poupe, c'est le méchant central de l'histoire, qui ici il est pas aussi d'habitude l'homme poupe est montré d'une façon assez pas badass, mais tu sais, il va être habillé élégant, il va être bien entouré, il va avoir une prestance. Puis ici, oui, il est quand même bien montré, on peut le voir ici. Son look est quand même assez bien défini, mais il est plus montré comme
je cherche un mot, bon mot pour le référer, mais un peu comme dément, parce qu'il a toujours été un méchant, mais là il cherche à faire quelque chose, d'atteindre quelque chose qu'il n'a jamais réussi à atteindre, un degré de puissance inégalé, et Daredevil va bien évidemment contrer ses plans, mais ça reste intéressant de le voir, puis je trouve que c'est un des méchants, un des meilleurs méchants qu'on a pu voir dans l'univers Marvel, autant les films que les séries dans les dernières années. Lui qui fait l'homme pourpre, qui est un ancien Doctor Who, et qui malheureusement j'ai pas le nom sous la main, mais qui est un excellent acteur britannique qu'on peut voir aussi dans Harry Potter et la Coupe de Feu. Il fait un excellent méchant de l'homme pourpre, et malheureusement on le revoit plus vraiment après la saison 1 de Jessica Jones, mais il mériterait de qu'on le revoie, parce que c'est avec lui, avec Wilson Fisk, le méchant principal de la série Daredevil dans Netflix, et entre autres Loki dans les films. Ça fait partie des meilleurs méchants de Marvel dans les années, et il y en a eu beaucoup là. C'est pas peu dire, et vraiment c'est une bonne histoire. J'ai lu aussi le tome 5, je vais vous en parler dans ma prochaine vidéo, mais c'est aussi une très bonne histoire qui fait la continuité de ce tome là, mais qui se penche plus du côté Matt Murdock que Daredevil, parce que c'est bien de voir les aventures de Daredevil, mais aussi c'est bien de voir le côté civil, parce que Matt Murdock est un avocat, donc on va voir la façon qu'il sert de la justice des deux côtés. Il va emmener un projet audacieux. Je vous en parlerai dans le prochain tome quand je vais arriver dans ma prochaine vidéo, mais je vous invite à les découvrir. Il y a 5 tomes actuellement de Daredevil. C'est le héros qui a le plus de tomes dans 100% Marvel, à ce que je sache. Il y en a 5, parce que Luke Cage et Iron Fist, c'est 3. Jessica Jones, c'est 3 à l'heure actuelle. Puis il y en avait un autre aussi, Punisher, c'est 3 lui aussi. Donc, il y en a un quatrième, je crois, qui arrive bientôt. Oui, qui arrive bientôt, c'est vrai, j'avais regardé. Mais pour Daredevil, je crois que c'est normal, c'est le plus populaire. Et avec raison, c'est un héros qu'on aime voir, qui est quand même plus proche de nous que des héros comme Iron Man, Hulk ou Superman. Lui, est plus terre à terre. Il y a des enjeux plus... comment je dis ça, plus humain, la justice avec un avocat, ou se battre sur des toits de rue ou dans des ruelles, ça reste très humain, et j'aime beaucoup le design de ces héros-là. Et la page couverture est quand même assez très frappante aussi pour ses aventures à lui. Donc je vous invite à découvrir Daredevil, comme je dis, 5 tomes chez Panini Comics, 100% Marvel. Moi je les ai tous dévorés depuis que j'ai commencé à les lire. Je vais parler des 3 premiers tomes bientôt dans une autre vidéo sur Daredevil, mais je vous invite à continuer vos lectures avec celui-ci. Je vais dans l'indépendant. J'ai 2 lectures pour vous qui m'ont été recommandées par Jean de la boîte à BD. Je vais en parler à chaque vidéo de cette boutique-là, mais vraiment c'est une place à découvrir. Actuellement, il y a des rabais pour le Boxing Day pendant quelques semaines, donc ça vaut le détour. J'en ai profité, je suis allé le 26 m'acheter des BD, et donc même si j'en ai voulu plus, j'en ai commandé quelques-unes. Reste que j'ai pour vous quelques BD indépendantes. Jamais on est moins tenté d'aller dans l'indépendant. J'en ai choisi avec du monde, et même avec Jean de la boîte à BD, et ça se comprend parce que généralement c'est moins connu, mais il y a des belles perles vraiment, et j'en ai trouvé quelques-unes à date, et que je vous ai déjà parlé. Je vous ai parlé de Black Hammer qui est sorti récemment, qui est pas terminé, qui est vraiment un bijou d'histoire à lire. Et j'avais découvert une autre série que je voulais lire, mais que j'ai pas réussi à mettre la main là-dessus encore, parce qu'elle est temporairement indisponible à l'heure actuelle pour le commander autant en anglais qu'en français. Et de ce fait, j'ai pas pu le lire, mais j'ai pu m'attarder à un autre BD en attendant d'avoir accès à ces livres-là. Je vais lire Irrécupérable, qui est une BD qui est sortie en 2009, qui est une histoire indépendante réalisée par Mark Waid, qui fait des excellentes histoires, et qui dans le fond qui est une histoire assez original. Puis c'est une voix de super-héros un peu style DC ou Marvel, où il y a un groupe de justiciers qui font la justice, tout ça. Mais du jour au lendemain, il y a un héros qui va traverser la ligne et va changer complètement l'univers qui est établi là-bas. Et c'est vraiment une bonne histoire sur plusieurs tomes que j'aimerais lire, mais j'ai pas encore la chance. Mais en attendant, je me suis attardé à une œuvre qui avait fait précédemment à celle-ci, qui est Golgoth, le dernier empereur, qui existe juste en un tome en français chez Delcourt. Il existe une suite en anglais, je crois qu'elle n'est pas encore disponible en français. Mais c'est un de ses premiers travaux à Mark Waid, et c'est une des meilleures BD, je crois, qu'il a fait, et que j'ai eu la chance de lire dans l'indépendant. Donc on suit dans le fond Golgoth,
qui est le plus grand méchant de cet univers-là, qui est un univers très similaire à Marvel DC. Encore une fois, c'est normal, on s'inspire beaucoup de ces univers-là, des super-héros et des méchants qui s'affrontent. Et la BD commence, c'est pas un spoiler, on est à l'apogée de la Troisième Guerre mondiale, et les méchants ont remporté la guerre, et principalement Golgoth, qui est le chef de ces méchants-là et de l'Empire qui a construit en battant chaque pays. Et là, il est au moment d'établir son empire, de le stabiliser. Et on va voir un peu ce développement-là, comment survit le monde à la chute des plus grands héros, et qui reste juste des méchants pour diriger la planète. Et vraiment, ça commence frappant à ça, c'est la première page. Et on voit un résumé de la guerre avec des extraits de journaux. Et c'est très frappant, là, je vous révèle rien, là, c'est première page, Troisième Guerre mondiale, les héros sont tombés, les méchants ont gagné. Ça commence direct comme ça, c'est déstabilisant comme histoire. Ici, on a une double page qui montre Golgoth, l'empereur, qui tient la terre en feu dans ses mains pour montrer qu'il a gagné. Et c'est quelque chose d'habituel dans l'histoire de super-héros, parce que d'habitude, on met les héros qui gagnent tout le temps et les méchants sont battus à chaque fois au fur et à mesure. Mais ici, vraiment, on a une histoire inversée. On a un personnage qu'on suit qui est méchant et que son but c'est de dominer le monde et qu'il n'y a pas une moralité vraiment il n'y a pas de morale, il est immoral tout simplement. Il va se servir de technologie, de différents alliés pour arriver à ses fins, et il va même il va avoir de la trahison, du complot, il va y avoir des combats évidemment, et la façon que c'est montré, c'est assez sombre comme univers, même si c'est quand même de la couleur. Golgoth, dans le fond, c'est un humain qui, grâce à son intelligence, a créé des technologies, dont une armure qui le rend plus ou moins insensible et qui permet de projeter de l'énergie, mais son principal atout, c'est le fait qu'il peut se téléporter et téléporter son armée avec lui. Donc ça lui a permis comme ça de remporter plusieurs batailles jusqu'à temps de créer son empire et de dominer le monde. Et il va être entouré de plein de généraux qui sont tous des méchants, et il va avoir une manière assez singulière, je dirais, de contrôler son peuple. C'est en les droguant, car il considère que la loyauté c'est quelque chose de fragile et qui n'est pas fiable. Donc pour s'assurer la loyauté de ses bras droits et de ses généraux, tout ça, il va leur offrir une drogue de son invention qui leur augmente leur capacité physique et psychologique. Mais en contrepartie, ça les rend dépendants de ces drogues-là, et donc de l'empereur, parce que c'est le seul qui possède cette drogue-là. Et donc, on va suivre des événements, comme je dis, de complot, de trahison, de méchants qui s'entretuent, de méchants qui dominent le monde. C'est vraiment unique comme histoire. C'est captivant. La fin, elle laisse une grosse ouverture quand même. Je sais qu'il y a une mini-suite en anglais. J'espère qu'elle conclut bien l'histoire, parce que oui, on peut lire juste ce tome-là puis être satisfait, mais il y a quand même des ouvertures qui n'ont pas été, qui restent à la fin, qui n'ont pas toutes été conclues. Alors, excusez-moi, j'avais un chat qui m'a attaqué comme ça sournoisement, mais ça reste une bonne découverte. Je remercie Jean de me l'avoir convaincu. J'avais lu brièvement sur internet des avis sur cette BD-là, entre autres quelques chaînes YouTube que je suis et qui en avaient parlé, et j'étais pas très convaincu à l'idée. L'aspect à la base du méchant qui est ici, il m'avait pas trop accroché à la base. Il est comme vêtu d'une armure jaune avec des yeux rouges et une grande cape. Je sais pas, le look m'avait moins intéressé, mais finalement Jean me dit que pour le citer, c'est fucking bon. Et il m'a littéralement dit ça quand j'ai demandé qu'est-ce qu'il en pensait. Et vraiment, c'est vraiment bon. Ça fait différent des autres histoires qu'on a l'habitude de lire sur des héros. Là, on a le point de vue inverse, on suit le point de vue des méchants du début à la fin, et de comment serait le monde si les méchants auraient gagné, ce qui est assez particulier en soi. Et donc, vraiment à découvrir. Je sais qu'à ce moment-là, il est assez difficile à obtenir. J'étais chanceux. Il y avait un tome à la boîte de la BD, mais quand il a vérifié si on peut en commander, il était, je pense, temporairement indisponible chez l'éditeur. Mais ça devrait revenir, ça fait partie des classiques, un peu comme Irrécupérable, qui est du même créateur, mais quelques années plus tard, que j'ai hâte de lire, encore une fois chez Delcourt. C'est vraiment une bonne lecture à lire, c'est quand même assez épais, ça nous garde en haleine pendant un certain temps. Ça peut être buggant au début parce que c'est écrit tome 1, mais en tant que tel, il y a juste un tome de ces histoires-là, vraiment... c'est excellent. Si vous cherchez découvrir l'univers indépendant, de revisiter un peu les genres super-héros que vous connaissez de Marvel et DC, mais vraiment de vous surprendre, de tomber sur le cul à certains moments, et bien Golgoth, le dernier empereur, c'est vraiment une lecture à faire pour ce genre de découverte-là. Et je finis avec vraiment mon gros coup de cœur que j'ai pris tantôt dans mes mains, mais j'ai décidé de le repasser à la fin. Je vais garder le meilleur pour la fin.
Je suis tombé là-dessus à la boîte à BD, je regardais pour une lecture indépendante que j'avais le goût de lire, je suis tombé sur cette BD-là, et l'aspect graphique m'a tout de suite accroché. Et encore une fois, j'en ai parlé avec Jean de la boîte à BD, et il m'a dit qu'il avait commandé exactement parce qu'il voulait le lire, que c'était une lecture hyper intéressante et que l'univers était très bon. Et effectivement, c'est The Black Beetle, qui est une BD indépendante faite par Francesco Francavilla. Vous savez, c'est mon italien pas super bon, qui est un créateur italien de BD, qui a créé cette aventure-là de Black Beetle. Et non, c'est pas le nom du méchant dans l'univers de DC, parce que dans DC, on a le Blue Beetle qui est un super-héros, et un de ses méchants, c'est le Black Beetle. Dans ce cas-ci, c'est vraiment un univers indépendant, chez Urban Comics, donc c'est ceux qui font DC aussi, en français, il existe en anglais aussi, évidemment. Et donc, c'est une histoire que le premier tome s'appelle Sans issue, qui se veut comme une sorte d'intrigue policière. Dans les années 40 de la Deuxième Guerre mondiale, on suit le justicier de Black Beetle qui mène une enquête aux États-Unis pour empêcher des nazis qui sont infiltrés aux États-Unis de récupérer une arme qui pourrait changer la guerre. Et ici, en couverture, on peut voir une affiche vraiment style d'époque. Le style graphique il rappelle vraiment l'époque, c'est vraiment bien fait, c'est vintage. Moi j'aime beaucoup, il y a pas beaucoup de couleurs, c'est très noir, gris, rouge. On peut le voir ici, une scène d'action. On cherche pas à mettre beaucoup de couleurs, on montre l'univers qui est gris, qui est assez triste parce que c'est la Deuxième Guerre mondiale. Le héros qu'on suit est très mystérieux, on sait pas beaucoup de choses de lui. À chaque chapitre on a des affiches comme ça qui montrent comme si on écoutait un radio-roman. À l'époque, parce qu'à l'époque il n'y avait pas de TV, mais il existait des émissions et c'était à la radio, donc on entendait juste les voix. Donc si vous n'êtes pas familier avec des radios-romans, c'est vraiment quelque chose d'assez particulier qu'on voit plus de nos jours, de nos jours. Je dirais ici au Québec, au Canada, mais il y en a encore en Europe des radios-romans, entre autres au Royaume-Uni. Mais c'est quelque chose, j'ai déjà écouté ça, moi, des radios-romans, je trouve ça vraiment intéressant, parce que ça nous force aux spectateurs de s'imaginer nous-mêmes. C'est un peu comme lire un livre, donc il faut s'imaginer ce qu'on voit. Donc c'est un peu le même principe ici, mais ici on a vraiment droit à une belle aventure. Il y a beaucoup de double pages, et il dit à la fin de son œuvre, il a travaillé sur beaucoup de double pages pour montrer vraiment l'aspect graphique de ces histoires. The Black Beetle est vraiment intéressant à voir. Comme je dis, il est mystérieux. L'histoire est intéressante. C'est vraiment une enquête policière. Une enquête policière de l'époque. On cherche un artefact mystérieux dans une ville fictive qui est Cold City aux États-Unis. Et Black Beetle va arriver en ville, il va être mystérieux. On va le voir quasiment tout le long dans son costume. Il y a quelques rares reprises, on va le voir en civil, mais il va avoir une twist autour de ça. Et vraiment... l'histoire est excellente. Moi, j'ai lu d'une traite. J'ai adoré. J'ai été absorbé par l'univers. J'ai aimé le personnage. J'ai aimé l'aspect. J'aime beaucoup les histoires de la Deuxième Guerre mondiale. J'aime beaucoup le côté vintage. J'ai aimé cette intrigue-là qui, jusqu'à la fin, il y a des bonnes twists. Le héros... c'est un héros qui a pas de... en tout cas, à preuve du contraire, il n'y a pas de super pouvoir. C'est juste un homme qui décide de faire la justice lui-même. Il y a des gadgets qui l'aident, mais c'est des gadgets réalistes pour l'époque. Et à part un fusil qui est spécial, mais qui est pas expliqué vraiment dans l'histoire ici. Mais espérer il y a une petite histoire en parallèle qui existe, qu'on peut le découvrir en anglais, car j'en ai un petit peu à la fin, mais c'est le seul tome en français qui existe. Et l'histoire date quand même de longtemps, ça fait plusieurs années que l'histoire a été créée. Et vraiment, moi j'aime beaucoup l'aspect graphique de cette histoire-là. Et comme je dis, c'est pas très coloré, c'est très sombre. Des bonnes intrigues, j'ai aimé ça, ça me rappelait un peu du Sherlock Holmes, mais avec un peu plus d'aventure, un peu plus d'action. Car le personnage il se battra pas tout le temps, il va mener des enquêtes, il va être dans des lieux lugubres, il va poser des questions, il va interroger du monde. Il va avoir vraiment un aspect, on va vraiment se sentir à l'époque là, avec l'effet de la guerre, les habillements, les looks, les gens qui font la fête, tout ça, la place de la femme, tout ça, les mafias à l'époque. Il y a vraiment un aspect autour de ça, puis un aspect aussi mystique autour du personnage. Par contre, la seule chose qui m'a dérangé, c'est pas l'histoire est excellente, c'est mon coup de cœur. Écoute, c'est super bon, je l'aime autant que Black Hammer, puis c'est vraiment pas la même chose, mais pour le style de l'histoire, c'est vraiment très bon. Et à cause de ce livre-là, je voulais en lire plus, mais malheureusement, de Black Beetle en français, même en anglais, il existe principalement un tome, c'est celui-ci. Même chose en anglais. Il était censé avoir un deuxième tome de Nécrologue, et malheureusement, c'était publié, c'est Dark Horse Comics.
qui est une maison d'édition qui font beaucoup d'indépendants. Entre autres, ils font Hellboy, qui est quand même très connu. Et ils ont arrêté la publication de ce personnage-là. J'imagine parce que vu que c'est indépendant, les gens ont moins accroché, ils ont porté moins attention. Je trouve ça dommage, car ça valait la peine de continuer. Mais il existe une autre histoire courte en anglais autour de la fameuse arme que je vous parlais dans l'histoire. Il y a un fusil spécial. Mais dans l'ensemble, il y a pas de tome 2 de prévu, ni en anglais, ni en français, ce que je trouve vraiment frustrant, parce que j'aurais voulu en découvrir plus de ce personnage-là. À la fin, j'étais prêt à en lire encore beaucoup et beaucoup. Le personnage est vraiment intéressant, il est mystérieux, l'univers est excellent. Donc j'espère que dans un futur proche, ils vont relancer l'univers de Black Beetle, parce que c'est vraiment très bon. Et vraiment, je vous invite à le découvrir si vous aimez l'aspect de la Deuxième Guerre mondiale, le côté vintage. Vraiment, c'est très bon. Et de ce fait, j'ai fait des recherches, j'en ai parlé avec Jean de la boîte à BD, je lui ai donné d'autres histoires de ce style-là. Et il me parlait d'un autre personnage sans réaliser qu'il y avait un lien avec celui-ci. C'est Lobster Johnson, qui est un personnage d'une de Hellboy, qui, dans le fond, il a le droit à un spin-off. Et dans le fond, en faisant des recherches sur ce personnage-là, pour voir les comics qui existent, j'ai appris que c'est ce personnage-là qui a inspiré de Black Beetle. Ben, c'est un peu le même principe, ça se passe dans les années de la Deuxième Guerre mondiale, et on suit Lobster Johnson, qui est un justicier comme celui-ci, qui va se battre contre des nazis, entre autres, et contre des créatures aussi, parce que dans ce univers-là, il y a des créatures. Donc, il va se battre contre des créatures, des démons, tout ça. Et il sera comme lui, c'est un justicier, il aura pas de réel super pouvoir. Et il va avoir des gadgets, tout ça. L'aspect est quand même assez similaire. Donc, je suis en train de faire des recherches pour essayer de les avoir. Actuellement, c'est pas évident, vu que c'est les comics récents, il y en a pas vraiment. Mais encore une fois, chez Delco, ils existent. Car c'est la même maison d'édition qui s'équipe en français. Il y a 3 tomes en français de Lobster and Johnson que je vais sûrement me procurer bientôt. J'ai vraiment hâte de pouvoir les lire. Il existe 6 tomes en anglais et c'est tout. Donc 6 tomes en anglais, 3 en français. Et le 3e est sorti cette année, donc j'imagine que ça va prendre encore peut-être 2 ans avant d'avoir tous les tomes en français. Mais j'ai vraiment hâte de les lire parce que il me dit que c'est à peu près le même genre de gens. Donc j'ai vraiment hâte de lire ces BD-là parce que je suis resté quand même un peu sur ma faim de Black Beetle, j'en voulais encore plus. Tu sais, quand on aime quelque chose, mettons, je prends moi un gâteau au chocolat, on en mange une pointe, on est comme, faut que je me prenne une deuxième pointe de chocolat. Et bien, c'est le même principe ici. J'en voulais encore, là. Je voulais en manger. Puis quand j'ai fait mes recherches, je suis tombé sur ma chaise, j'étais comme, pour vrai, là, il y a juste un tome. C'est vraiment dommage. Donc, je veux finir là-dessus. Lisez de l'indépendant, parce qu'au début j'étais froid à l'idée, moi aussi, mais j'ai découvert des vraies perles, et souvent ça cause du fait qu'on s'attarde pas à l'indépendant, que des vraies perles finissent par disparaître. Black Beetle, j'espère qu'en parlant, que les gens en parlant vont permettre de relancer cet univers-là, puis ça vaut vraiment le détour, c'est vraiment bon. Et j'en ai découvert d'autres comme Golgoth que je viens de vous parler, Dernier Empereur, Irrécupérable que j'ai hâte de lire, entre autres. Mais il y a aussi The Fix que je vous ai parlé dans une de mes premières vidéos, qui est une BD sur policière, et évidemment Black Hammer, que c'est une de mes plus grandes découvertes en termes de BD, qui est excellent. Donc vraiment, prenez le temps de découvrir l'indépendant, posez des questions, renseignez-vous, ça vaut le détour. Oui, Batman, Superman, Iron Fist, Daredevil, Hulk, c'est intéressant à suivre, c'est toujours bon, mais c'est le fun de découvrir des petites ouvertes comme ça, qui permettent de voir d'autres aspects de l'univers des super-héros, parce qu'il n'y a pas juste Marvel et DC qui font d'excellentes œuvres, il y a d'autres groupes qui en font aussi, et j'aime ça en découvrir à chaque fois. Donc là-dessus, c'est tout pour mes lectures de cette vidéo-là. J'espère que ça vous a plu. Je vous invite à continuer à suivre ma page, à commenter, à liker, à partager, autant sur Facebook que sur YouTube. Abonnez-vous sur YouTube, ça permet de me permettre de mieux comprendre le nombre de gens qui me suivent. Et vraiment, j'aimerais ça vous entendre encore plus, donc n'hésitez pas à commenter. Même si c'est soit négatif ou positif, ça me fait plaisir. J'essaie je prends les commentaires, je m'en sers pour m'améliorer. Comme là, cette vidéo-là, peut-être vous l'avez remarqué, j'ai retravaillé l'éclairage après les conseils de gens de la boîte à BD qui me conseillent de retravailler mon éclairage. Donc là-dessus, j'ai travaillé ça et j'ajoute quelques aspects par-ci par-là pour améliorer mes vidéos. Donc voilà, c'est déjà tout et je vous souhaite des bonnes lectures et j'ai déjà hâte de vous reparler de mes prochaines lectures très bientôt. Et là-dessus, à la prochaine.